Amis cinophiles, bonjour. Alors aujourd'hui, comme je vous le promettais, on continue les vlogs et aujourd'hui, on va parler smartphone chinois. Je dis 2 fois aujourd'hui déjà. J'ai besoin d'un café. Pas toi, non. Rentrons dans le vif du sujet tout de suite parce que ça va être une vidéo assez longue, donc je vais vous mettre aussi un sommaire dans la description de cette vidéo pour les gens qui veulent sauter au passage qui les intéresse le plus, comme ma vision sur les smartphones chinois, mon expérience avec la Chine, ainsi que celle de Greg qu'on va aller voir tout à l'heure, je sais pas si vous le connaissez. Mais voilà, pour les personnes qui le connaissent pas, il va aussi y avoir une section qui va le présenter, et puis c'est un petit peu, j'avais envie de reprendre les vlogs, donc c'est aussi une section un petit peu vlog qui reprend sur cette chaîne, donc ça va être, ça va être assez long cette vidéo, si ça vous intéresse de tout suivre, eh bien on continue ensemble. Moi je vais d'abord changer de chemise, et je vous explique un petit peu ma vision sur les smartphones chinois. Je viens d'en acheter un en plus, là en Chine, j'étais en Chine il y a quelques jours. Et donc c'est l'occasion d'en reparler encore. Allez, la chemise. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors pour commencer, petit disclaimer, on rentre tout de suite dans le concret du sujet. Maintenant les téléphones chinois, les smartphones chinois. Moi vous savez que j'étais longtemps un fan de Xiaomi, j'insiste là-dessus, j'ai testé pas mal de leurs produits et j'adore. Moi-même j'utilise au quotidien un vieux Xiaomi Redmi 3S, je crois que c'est. J'ai les enceintes, des trucs comme ça, j'adore tous leurs produits. J'ai la caméra de sécurité aussi dans le salon ici derrière, je sais pas si tu l'as vu dans une des vidéos, peu importe. J'adore, tu vois, j'adore. Pourquoi? Notamment pour la batterie, double carte SIM, etc. Après, il y a pas mal de questions qu'il faut se poser en fait. Déjà, est-ce que tu veux utiliser le smartphone chinois, je suppose, en France? Il va falloir vérifier les réseaux, ça c'est important. Donc si tu l'achètes sur un site chinois, il faut que tu fasses gaffe à ça, c'est très important. C'est comme quand tu achètes un iPhone, si tu veux l'acheter en Chine, tu te retrouves avec un réseau CDMA par satellite qu'on n'a pas forcément dans tous les pays du monde, je sais pas où tu te trouves actuellement. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'il faut évoquer dans ce sens-là, mais moi je vais partir dans cette vidéo de l'idée que tu n'es pas en Chine. Tu n'es pas en Chine et tu vas acheter un smartphone chinois. Donc si déjà tu veux l'acheter sur un site chinois, éventuellement chinois ou AliExpress, il va falloir faire attention à ça. Alors en tant que fan de Xiaomi, je voudrais quand même faire une petite parenthèse sur Huawei qui prend de plus en plus de place aussi dans la vie des Chinois en Chine. Alors on va parler très vite fait de Google, etc. Mais j'ai envie de dire que cette vidéo, je veux qu'elle soit la plus durable possible, la plus evergreen possible, pour que voilà, si tu regardes ça dans 6 mois, dans 1 an, ça soit encore valable. Mais on a vu une tendance très intéressante sur le marché mondial de la téléphonie et du smartphone, qui donc il y a quelques années, voilà, on avait Huawei qui prenait petit à petit voilà, les 5 premiers pourcents du marché mondial, et puis là on arrive à peu près 20%. On a pu voir aussi évoluer la mentalité des Chinois par rapport à ces produits. Tu vois, ils aimaient bien tout ce qui était ZTE, tout ce qui était Xiaomi et compagnie, et on a pu voir Huawei grossir. Et puis c'est une société énorme, Huawei, c'est intéressant pour d'autres points qu'on va évoquer derrière. Parce que c'est une société qui est internationale, qui a déjà sa place partout. Tu sais, les infrastructures en France, par exemple, de télécommunications, on en a beaucoup qui sont gérées par Huawei. Donc pendant longtemps, en fait, on avait du Huawei en France, des infrastructures, et on ne le savait pas, parce qu'on ne connaissait même pas la marque. Tu vois, il y a plein de gens, le grand public ne connaissait pas cette marque, alors qu'ils l'utilisaient tous les jours au niveau infrastructure. C'est comme Lenovo, pendant une période, pour tout ce qui était ordinateur des administrations en France, gendarmerie, conseil général, mairie et compagnie. Donc déjà, ça nous permet aussi de relever un point intéressant, ça va être la qualité, le rapport qualité-prix qui a évolué, mais c'est un truc de malade. Moi en Chine, je suis allé la première fois en Chine en 2006, à l'époque, tu vois, j'utilisais encore un Motorola à clapper, et voilà, des trucs chinois, des marques chinoises de téléphonie, on n'en avait pas. Et petit à petit, voilà, des trucs sont arrivés, des marques pas connues, des Coolpad, des trucs comme ça. Voilà, c'est toujours pas connu aujourd'hui d'ailleurs. Et on a pu voir émerger quelques marques effectivement comme ZTE, comme Oppo qui est super présent en Asie, tu vois, en Thaïlande ici là où je suis aussi, Oppo, mais c'est de la folie quoi. En France je sais pas ce que ça donne, mais ça a mis longtemps à arriver quoi. Et donc Xiaomi, Huawei et compagnie. Donc la qualité elle est là, la qualité elle est possible, la qualité voilà, ça a évolué sur les 10-12 dernières années, tu vois, les 13 dernières années, depuis que moi j'ai découvert la smartphonie, si on peut dire ça, chinoise. Donc du coup, puisqu'on peut avoir de la qualité, maintenant, ce qu'on va essayer de chercher, c'est un bon rapport qualité-prix. Pour ça, première chose que tu dois faire, quand tu veux savoir comment choisir ton smartphone chinois, c'est
fixer ton budget. C'est exactement ce que j'ai fait il y a une dizaine de jours quand j'ai acheté un smartphone en Chine, un supplémentaire que j'ai donné à mon beau-père. Et je me suis fixé un budget qui était de à peu près 1000 yuan chinois, donc on va dire 100, 150 euros, à peu près 120, 150 euros. Et j'ai regardé ce que je pouvais trouver au meilleur rapport qualité-prix pour ce prix-là. Alors justement, j'ai failli prendre là du Xiaomi pour ce prix-là, sauf que dans la mentalité des Chinois actuellement, Xiaomi c'est en baisse et Huawei c'est en hausse. Donc si tu veux être à la mode, il fallait partir sur du Huawei. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de Huawei? Pourquoi est-ce qu'on parle de Xiaomi? Pourquoi est-ce qu'on parle d'Oppo? Pourquoi est-ce qu'on parle des marques comme ça? Moi, ce que je te recommande, si tu veux acheter un smartphone chinois, ça va être de prendre une marque plutôt connue, plutôt que de partir sur un truc vraiment cheap ou une marque de second plan, troisième plan. Pourquoi? Pour le service après-vente, pour la possibilité de faire réparer en France, etc. Pourquoi est-ce que par exemple en Thaïlande on va acheter une voiture qui sera généralement une Toyota, une Nissan ou quelque chose comme ça? Parce que c'est facile de trouver des pièces ici pour réparer et l'entretien va être vraiment pas cher, vraiment facile. Tandis que si tu veux prendre une Ford par exemple, tu veux prendre un Ford Ranger ici, tu vas avoir des soucis sur le moyen long terme dès qu'il va falloir changer quelque chose, dès qu'il y aura un petit souci, dès qu'il y a un check à faire, une update ou n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'en a pas beaucoup et du coup, les pièces coûtent une fortune. Même logique, si tu es en France, choisis une marque qui est connue, une marque chinoise plutôt connue. Choisir une marque, ça va être utile aussi pour tout ce qui est mise à jour logicielle. Tu vois, les petites marques qui démarrent, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Tandis que moi, par exemple, qui apprécie le Xiaomi, j'aime aussi les mises à jour fréquentes sur mon petit Redmi du système qui est basé sur Android. C'est un skin Android qui s'appelle MUIU et qui est mis à jour régulièrement, qui est pratique aussi parce que tout ce qui est toute l'infrastructure, toute l'OS qui est basé là-dessus, elle se met à jour aussi partout dans le monde, même si on a Google qui est censuré parfois, tu vois. Dans pas mal de pays du monde, enfin dans quelques pays du monde, on a de la censure sur Internet. Dans certains pays, tu as des trucs intéressants comme Google Play et compagnie qui sont bloqués. Et on peut le voir, on en parle très rapidement donc de Huawei et du ban de Google, c'est gênant. Ce que j'aime bien avec MUIU, moi, de Xiaomi, c'est que on a des mises à jour fréquentes. Et c'est entretenu quoi. Et puis je suis pas dépendant non plus d'un VPN si je veux faire mes mises à jour quand je suis en Chine. Donc on a supposé que tu étais en France, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut noter. Après, justement, on le voit dans le cas d'une guerre commerciale actuellement. Le fait d'avoir un téléphone qui n'est pas basé non plus sur Google, ça peut être intéressant aussi parce que quand on est sur un téléphone chinois, on voit que ça peut poser des problèmes, des tensions. Donc quand on a des systèmes de deux pays différents qui se mettent ensemble, quand il y a un souci, on est un peu bloqué. Après, du coup, ça nous pousse aussi à regarder quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est la possibilité de changer le ROM, de changer le firmware, ouais c'est ça, et de mettre quelque chose qui serait international. C'est-à-dire que moi, mon Xiaomi, c'est une base chinoise, je l'ai acheté en Chine, et donc il a MIUI dessus, et j'ai pas Google Play. Mais on a aussi possibilité d'avoir des firmware qu'on peut soi-même mettre à jour, et quand on est encore une fois sur une marque plutôt mainstream, plutôt connue, il y a possibilité de récupérer je vais pas y arriver à le dire, firmware donc internationaux avec là cette fois-ci Google Play et compagnie qu'on peut installer sur un téléphone qu'on a acheté en Chine dans un magasin chinois. Ça aussi, ça peut être intéressant donc de regarder. Voilà, ça dépend de toi. Je sais pas, moi, si c'était beaucoup sur le Google Play. Après, on peut s'en passer. Il y a plein de sites où tu peux télécharger des APK et puis c'est les packages d'installation et puis c'est plutôt propre, quoi. Donc bon, au final, on fait sans, quoi. Mais voilà, il y a des gens qui préfèrent rester dans l'écosystème Google. C'est possible. On peut faire ça, mais sinon, c'est possible. Et c'est surtout de se donner ces possibilités, s'ouvrir ses portes. Tu vois, plus tu vas choisir quelque chose de petit, plus tu vas choisir quelque chose de fermé, moins tu auras d'opportunités. Le jour où tu veux le revendre, le jour où tu veux vraiment un truc qui a que sur Google Play, par exemple, ça arrive de temps en temps, t'es bloqué, quoi. Donc tu peux aussi réfléchir à ça quand tu choisis ton smartphone. Et puis finalement, voilà, quand on me pose la question comment choisir un smartphone chinois, je réponds souvent aussi, ça dépend de toi, tu vois. Qu'est-ce que tu veux, de quoi est-ce que tu as besoin? Moi, par exemple, je fais beaucoup de vidéos. Et c'est pour ça qu'en plus de mon Redmi, j'ai des iPhones, tu vois, parce que pour la vidéo, c'est génial. Et faut te voir, toi, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu l'utilises pour jouer? Il y a beaucoup de gens qui utilisent des smartphones pour jouer, est-ce que tu l'utilises pour faire de la photo, ou est-ce que tu l'utilises pour faire de la vidéo? Pour de la photo, par exemple, le Huawei, là, c'est génial, quoi, ce qu'on peut avoir comme photo. Moi, je suis vraiment sur le cul par les photos, le zoom qu'on a, par exemple, sur le P20 ou P30, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, là, j'ai pu voir ça, j'étais épaté, Greg, il en a un, justement, et j'étais épaté par son zoom, x10, quoi, ce truc, enfin, voilà, j'étais sur le cul, quoi.
Par contre, pour la vidéo, j'ai pu voir des tests vidéo, et puis au niveau de voilà, l'exposition, les blancs qui sont complètement explosés, et puis les petits problèmes de gestion de la stabilisation, des choses comme ça qui sont pas bons selon moi, voilà, je prends pas, tout simplement. Donc maintenant, la question qu'il faut te poser, voilà, pour toi, qu'est-ce qui est important? Et en fonction de ça, et en fonction des 3 questions précédentes qu'on s'est posées, tu vas pouvoir choisir un smartphone chinois qui va être adapté, et généralement tu vas pouvoir trouver un très très bon rapport qualité-prix. Voilà. Donc à la question comment choisir un smartphone chinois, si tu veux mon avis, avant qu'on aille voir l'expert là tout de suite, c'est d'abord, quel est ton budget? Voilà, pour essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix pour ton budget. Hein, si tu as un budget de 600, 700 euros, tu peux trouver des trucs exceptionnels. Si tu as un budget de 100, 150 euros, tu peux trouver des choses exceptionnelles au niveau rapport qualité-prix, comme tu peux trouver des choses qui ne valent pas ce prix-là. D'accord? Donc ça c'est important. Quel est ton budget? Premier point, tu peux noter si tu veux. Deuxième point, c'est trouver une marque. Honnêtement, moi je recommande de choisir une marque. Troisième point, c'est faire attention à l'OS, justement. Est-ce que tu as un OS propriétaire? Est-ce que tu as un skin Android? Est-ce que, etc. On en a parlé. Et quatrièmement, qu'est-ce qui t'intéresse toi, tout simplement? Et là, tu fais des comparatifs et tu vas voir, ok, si c'est pour toi, c'est la photo, tu pars sur du Huawei. Si pour toi, pour moi, tu vois, c'était la durée de la batterie pour mon smartphone chinois, je suis parti sur du Xiaomi. La batterie, elle dure 2 jours et demi, 3 jours. Tu vois, mon iPhone, j'ai un iPhone 10 ici, je le recharge 2 fois par jour. Dès que je suis à la maison, je le branche. Dès que je suis dans la voiture, je le branche. Quoi. Le truc, c'est... Voilà. Donc voilà, quel est pour toi, quel est ton besoin? Et ensuite, quelle est la marque qu'il y a en fonction de l'OS, de la marque et du budget que tu as prédéfini ci-dessus? Eh bien, tu dis, ok, moi, ce que je veux, c'est la meilleure batterie qui réponde à ces 3 critères. Et maintenant, la meilleure batterie, ou bien la meilleure photo, etc. Et là, tu peux choisir un très très bon smartphone chinois. Voilà, donc on va en reparler maintenant tout de suite. On se dirige vers le restaurant où je vais te présenter un petit peu Greg. C'est parti. C'est chaud. Allez, direction le resto, on se retrouve là-bas. Et qu'est-ce que je vous disais justement à propos des pièces pour les voitures? Nissan. Pourquoi du Nissan? Vous avez compris, let's go. Super transition. Alors, donc là on est au resto chinois dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai l'adresse dans la description de cette vidéo. C'est pratique sur YouTube, c'est qu'on peut faire des trucs comme ça. Et je suis avec Greg donc de GLG ou Greg LG. Comment tu dis Greg le Geek, ça? Greg le Geek. La première blague c'était Greg le Geek. Vas-y, présente-toi. Bonjour. Bonjour. J'aimais bien que tu avais l'écran moi aussi pour me voir. Ah ouais, tu préfères te... D'accord. Je te vois comme ça, je te cadre. Ok, oh, c'est vrai. J'ai pas l'habitude d'avoir un assistant caméraman. Bonjour, je suis Greg le Geek, ou GLG pour les intimes. C'est ça la blague, ouais, GLG pour les intimes, voilà. C'était quoi? Bonjour, voilà, présente-toi. C'est fait. J'ai 40 ans et... Non, alors attends, t'as 40 ans? Eh ouais. Vas-y, prends ton temps. Yeah, I see. Yeah, give security. Yeah. Donc ouais, ce qui nous intéresse, pourquoi est-ce qu'elle crie? Putain, ça va être bien cette vidéo. Ça commence bien. Moi ce matin j'ai commencé la journée, je me suis foutu du truc dégueulasse sur ma chemise et tout. Enfin bon, ça commence bien. Bon, quoi qu'il en soit, on est en Chine ici, ouais. Donc tu habitais en Chine avant, tu as une chaîne donc, qui parle beaucoup de smartphones, de tout ce qui est geek et produits chinois. Ce qui m'intéresserait donc sur cette chaîne, c'est de parler un petit peu de cette expérience. Qu'est-ce qui t'a amené à arriver en Chine? On parlera de l'apprentissage du chinois après. Attends. Et voilà, qu'est-ce qui t'a amené à arriver en Chine et puis pourquoi est-ce que maintenant tu es en Thaïlande alors que tu continues justement sur internet, sur YouTube, ça fait 10 ans que tu es sur YouTube, de parler de produits chinois justement. Est-ce que... D'accord. Voilà. Bon. Si ça crie pas, c'est pas la Chine. Non, bon. Pas de préjugés sur ma chaîne. Non mais voilà, donc raconte-nous un petit peu cette histoire-là qui va intéresser un petit peu aussi les personnes sur cette chaîne avant qu'on arrive dans le vif du sujet. Donc justement, comment choisir un smartphone chinois? Transition. Bon, asseyez-vous, ça va être long. Attends. Alors, on est parti pour... Alors, en fait, la première... Avant de parler de Chine, on va parler de... Je pense, quand j'étais employé, que je travaillais et tout, je m'intéressais aux produits high-tech et j'ai découvert les mini-PC sur Internet. On parlait du Asus mini-PC, il a fallu l'importer. Il n'y avait que eBay, donc je l'ai importé sur eBay, qui venait de Taïwan. C'était la première chose. Et à partir du moment où tu as un compte sur eBay, il te propose plein de trucs. Et c'est là en fait que j'ai commencé à découvrir les smartphones chinois. Les premiers et tout. Et je crois que le premier, c'était le Skyphone i68. C'était un espèce de iPhone 2G bas de gamme avec un écran résistif, batterie amovible. Et j'ai trouvé ça vachement fou. Donc j'en ai commandé un sur Internet
que j'ai reçu. Bon, voilà, Skyphone 68, il y avait une grosse communauté parce que c'était mal traduit, ça fonctionnait sous Java. Ouais, c'était un truc un peu particulier, mais ça avait de la gueule. À l'époque, ça avait un peu de gueule. T'en as eu un, non? Non. T'as connu? Même pas? Même pas. Ah, parce que tu t'acquiesces. Je me dis, ça se trouve. Non, parce que après, c'est au niveau voilà, de la qualité, au niveau. Voilà, et ça s'appelait la marque qui distribuait ça, c'était la marque Skyphone, SCI, comme un iPhone avec SC au début. Et je trouvais ça pas mal, et il y avait pas mal de forums et tout, mais il n'y avait pas de communauté. Comme à l'époque, je savais faire des sites web, parce que j'avais une web agency où on faisait ça. Je me suis dit, tiens, je vais faire un site web sur cette marque, en parlant de ses produits et tout. Puis après, bah, du coup, de fil en aiguille, on parlait de téléphone, on expliquait comment les flasher. Les gens sont vite arrivés au bout d'un moment en me disant, pourquoi t'en vends pas? Ou pourquoi tu vends pas les accessoires? Pourquoi tu vends pas les vitres? Pourquoi tu vends pas? Pourquoi tu vends pas? Donc du coup, après, bah, la personne avec qui j'avais acheté sur eBay, je dis, écoute, tu peux m'avoir des téléphones, machin, en gros volume. Donc ils m'envoyaient des téléphones, donc on les envoyait depuis la France, ils m'envoyaient des vitres, les stylets que tout le monde perdait, les câbles, les micros qui étaient souvent branchés à l'envers qu'il fallait changer, les batteries. Donc c'est généré en fait un écosystème autour de ça, d'un blog qui est une passion, ce qui est un peu un business model que j'aime bien développer maintenant. C'est-à-dire on fait un blog, une passion, et après quand on a beaucoup de gens qui disent « Ah, ils ont la même passion que toi », ils te disent « Pourquoi t'en fais pas un business? Pourquoi tu vends pas? Pourquoi tu machin ?» Et donc j'ai commencé à vendre des produits comme ça. Donc après j'ai eu l'opportunité d'aller en Chine pour voir la marque et tout. Et après je suis devenu distributeur de la marque en France. C'est-à-dire que j'ai déposé la marque Skyphone en France. Je revendais les produits Skyphone. Et c'était un peu comme ça que ça a commencé, l'engouement pour une marque de smartphone chinois. Et donc du coup c'était avant le smartphone, c'était le prémisse et c'était le coup de bol atomique. C'est que on n'appelait pas vraiment ça un smartphone, c'était plus un téléphone sous Java, une espèce de palme communicant pour certains. Et ça, en fait, ça a vraiment commencé comme ça, où j'étais le premier à m'intéresser à ça, j'étais le premier à avoir un blog là-dessus, le premier machin et tout. Après, quand j'ai eu l'opportunité d'aller en Chine, ces téléphones-là ont vite évolué, où ces téléphones chinois, il y en avait beaucoup qui marchaient, ont commencé à arriver sous Android. Je suis arrivé en Chine en 2011, les téléphones comme ça ont commencé à arriver sous Android, donc j'étais là-bas au bon moment. Quasiment Mediatek sortait un processeur avec... il sortait un processeur qui était compatible Android et 3G française, donc du coup ça a commencé à lancer un peu la machine. Ça c'était en début 2011, et en février 2011, je me rappelle, c'est assez important, les premiers téléphones chinois sous Android arrivaient, et Free Mobile arrivait sur le marché en disant on vous donne des cartes SIM mais pas de téléphone. Donc les gens, il nous faut des téléphones, donc je cherchais sur internet, et du coup comme j'étais un peu le français en Chine qui vendait ça, donc du coup avec déjà une chaîne YouTube et en parlant un peu de ça, il y a eu une espèce de relation de confiance qui s'est créée en 2011, où les gens se sont dit, ah, le mec il est français, il est là-bas, il vend des téléphones, autant lui acheter à lui, c'est plus facile, parce qu'à l'époque il n'y avait pas AliExpress, il n'y avait que eBay et quelques sites underground. Donc l'aventure a vraiment commencé comme ça, où j'étais le premier à m'y intéresser, le premier à en vendre. Et donc du coup j'étais cette espèce de légitimité où j'étais le premier, voilà, parce que j'ai toujours été le meilleur. Tant que j'étais tout seul, oui. Tant que j'étais tout seul, j'étais le meilleur. Après, bon, évidemment, je veux dire, au moment où tout le monde voit qu'il y a un gâteau à manger, tout le monde veut sa part, même si le gâteau devient de plus en plus petit. Mais l'aventure a vraiment commencé comme ça, sur un coup de bol, une passion, une opportunité d'aller en Chine, les téléphones qui arrivent au même moment, et Free Mobile qui met le coup de grâce en disant nous on donne des cartes SIM, mais pas de téléphone, démerdez-vous. C'est bien. T'as vu? C'est pas mal, c'est travaillé, ouais, c'est ça. Alors, après, dans un deuxième temps, tu t'es installé en Chine. Tu as décidé d'aller vivre en Chine. Alors que bon, à l'époque, moi je suis allé la première fois en Chine en 2006, mais bon, jusqu'aux années, voilà, à peu près 2015, il n'y a pas énormément de personnes qui partaient vivre en Chine, qui partaient faire des études en Chine, etc. On était quand même des ovnis. Comment ça s'est fait ça? Et puis pourquoi est-ce que tu t'es posé? Comment est-ce que tu as choisi la ville? Donc là ça va être facile par exemple comme réponse. Exact. Et puis qu'est-ce que tu as fait là-bas? Comment est-ce que ça s'est développé un petit peu? Ça me permettra après de faire la transition sur l'apprentissage du chinois aussi. Alors. Attends. Vas-y. Alors on va partir sur la base où j'achetais à un mec sur eBay mes produits Skyphone. C'était ça. J'achetais mes produits à un mec qui est sur eBay, je dis écoute, vu que tu vends les téléphones, tu peux en avoir 5, 10, 50. Oui, bah, c'est du côté chinois. Si ça gueule pas, on n'est pas en Chine. C'est pas de cliché, pas de préjugés. Juste des stéréotypes. Citons les faits. Citons. Bon, voilà, ça permet de dire. S'il y a du bruit, c'est les Chinois. Alors que, ouais. Bon, donc j'achetais à ce mec-là et tout, et après, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, à ce mec-là, est-ce qu'il y a moyen que tu aies d'autres produits?
parce que je peux avoir d'autres choses. Et moi, je regardais sur Internet et sur, à l'époque, c'était Alibaba ou machin, ou AliExpress qui vendait des professionnels. Il y avait des mini-caméras, des machins comme ça. Donc j'ai dit, quand tu peux avoir ça, tu me les envoies. Il prenait sa commission. Et du coup, j'ai commencé à monter ma boutique en ligne où je vendais les Skyphone et tout ce qui était produit chinois. Et sur une autre où je vendais des... Elle va s'asseoir avec toi, j'ai l'impression. Tu veux un bol de riz Non, bah aussi voyons. Non, du bol de riz. Non, mais arrête les clichés, on a dit. Bon. De toute façon, tu vas couper. Là, de toute façon, là, c'est mort. On va revenir. On va revenir. Bon. Donc, voilà. Donc, j'avais en fait deux business. Un où je vendais des mini caméras. C'est à l'époque, c'était tout premier, à vendre des toutes petites caméras qu'on mettait là en forme de briquet. J'avais été à la Pardieu, j'avais filmé et tout. Et ça marchait bien. Je veux dire, t'achetais ça à 5 balles là-bas, tu vendais ça à 29,90 en France. Les gens étaient super contents, ils voyaient comment ça filmait. Vous comprenez vite que même avec la TVA, l'import, on fait un petit peu de marge. C'était un produit, donc je faisais ça et j'ai eu l'opportunité d'aller en Chine une fois. Après, on va revenir sur l'histoire de capital, machin et tout. C'est une histoire tellement pas intéressante que j'ai évoqué déjà 30 000 fois. Mais voilà. On mettra le lien vers ta chaîne, ça m'intéresse. Bon, voilà. Je crois qu'on en avait parlé dans l'interview de Fabien. Donc j'ai eu l'occasion d'aller en Chine une fois, donc du coup de voir mon interlocuteur qui était là-bas, de voir les produits, de voir où il achetait, de voir combien il achetait, voir à peu près les marges qu'il faisait et tout. Ça c'est la première fois. Ensuite j'y allais régulièrement 1 à 2 fois par an parce que j'allais à Shenzhen, parce que c'est là où étaient fabriqués les téléphones et les caméras. Donc c'était un peu comme aller à Disneyland 2 fois par an. Hein. Tu arrives là-bas, c'est Shenzhen à l'époque, Huanchambe, c'était vraiment... voilà, c'est Disneyland pour moi, j'y allais. Ensuite, une fois, je suis retourné avec un pote où il fallait que je change. Le but, c'était un peu de changer de trader, on va dire, ou d'intermédiaire, puisqu'il aimait un peu trop la drogue et il n'était pas trop sérieux, tu vois. Et puis, j'ai rencontré une fille sur un marché qui parlait anglais, comme ça, machin et tout, qui m'a aidé, qui est devenue mon ex-femme. C'était ma future ex-femme. Ok. Donc, je l'ai rencontrée comme ça, et puis... je dis écoute, je te dis ce qu'il faut que j'achète quasiment où il faut que tu l'achètes. Toutes les semaines, tu vas, tu me fais ça dans un colis, tu me factures le prix qu'il te met, tu prends 10% de commission pour toi et tu m'envoies tout ça par la poste en France. Ce qui était très intéressant pour elle parce qu'elle avait un travail et ce qui était très intéressant pour moi, c'est que je contrôlais les prix et je disais ça me coûte que 10% du prix d'achat. Ouais, carrément. Comme un agent maintenant on fait aujourd'hui. Elle se faisait environ 1 000 $ par mois en faisant ça. Ça lui prenait pas 40 heures par semaine, je veux dire. Elle allait acheter, elle passait. En plus, quand tu es chinois avec QQ, tu passes les commandes, tu vas chercher les cartons, tu les fais envoyer au transporteur, tu vas juste là-bas mettre le scotch, hein, et encore. Pour ceux qui connaissent, c'est quand tu es un peu chinois, tu te rends compte que c'est pas énormément de travail, c'est du QQ. Du QQ. Du QQ, c'est un travail QQ, c'est un travail QQ, c'est ça. Ah, ça m'explique beaucoup ça aussi maintenant. QQ? Ouais. Ah, je suis encore bien, moi, j'aime bien. J'aime pas trop Weixin, je peux pas travailler avec Weixin moi. Non. C'est pas pratique, tu peux pas. Maintenant t'as QQ International, ton ordinateur. Bon, trêve de blaguerie. Donc j'ai rencontré cette fille-là, et puis après, au moment, bon, elle était jolie, elle était belle, douce et chinoise. Et donc du coup, bon, de fil en aiguille, je me suis dit, vas-y, je pars, je vais habiter là-bas. Et je lui dis, écoute, je plaque tout en France, je vais habiter là-bas. Et tout le business que je faisais en France, c'est-à-dire vente de Skyphone et vente de caméras espions, le site web veut dire qu'on vende depuis la France ou depuis la Chine moins cher, on peut le faire. Et fin 2011, fin 2010, je dis, je pars, je claque tout, là, je pars de France et je vais directement en Chine habiter, donc du coup avec elle, donc c'est plus facile parce que quelque part c'était intéressant. C'est pour ça qu'on a eu une croissance assez rapide parce que elle connaissait le business puisqu'elle travaillait pour moi avant. Donc elle connaissait les produits, elle savait où les acheter, elle connaissait les prix d'achat, elle connaissait les Chinois et quelque part quand je suis arrivé là-bas en disant avec mon site web on va bouger et dire à la communauté au lieu d'acheter, à l'époque c'était des stocks boutiques, c'est devenu 1db.fr, d'acheter en Chine, c'était simplement la logistique qui changeait. Elle savait où acheter, combien, comment envoyer les colis et tout comme ça. L'aventure chinoise a commencé fin 2010, début 2011. Du coup, ouais, là tu arrives en Chine, tu t'installes en Chine. Maintenant la question qui intéresse beaucoup moi, ma communauté aussi, c'est le choc culturel. On parle beaucoup d'interculturalité sur ma chaîne et le choc linguistique. Comment est-ce que tu as traité ça? Parce que tu parles avec un accent un petit peu fort, mais tu parles bien, tu as la débrouille en fait. Tu es débrouillard en chinois, c'est sympa.
Et après la vie en Chine, vivre 5 ans en Chine, Shenzhen, même si ça s'est beaucoup occidentalisé, bah, comment c'était quoi? Quelle est l'expérience? Qu'est-ce que tu en retires maintenant que tu as déménagé, que tu t'es installé en Thaïlande? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, revenons-en à nos Chinois. Revenons-en à nos Chinois. Bon, le premier, c'est vrai que moi, ma première femme était russe, ma deuxième femme était chinoise, donc j'ai l'habitude des hiéroglyphes avec des pyramides et des sphinx. Donc c'est vrai que quand tu arrives en Chine, à l'époque Shenzhen en 2011, c'était pas trop, c'était un petit peu anglais, mais pas trop encore. Le métro c'était encore en chinois. C'est ça ce que je veux dire. Le métro était encore en chinois, le machin et tout. Donc c'est un peu le choc culturel où de l'alphabet, on se rend compte qu'à Shenzhen, ça parle très très peu anglais, ou quand ça parle anglais, le niveau est très très bas. Donc du coup, même si t'es français, que ton niveau est extrêmement bas, c'est pareil, c'est mieux même, c'est même mieux, tu te rends compte que tu parles vachement mieux anglais que la majorité des Chinois qui sont là-bas et qui sont censés faire du business, donc tu te rends vite compte qu'il y a vraiment une barrière de la langue où au niveau d'anglais ils sont vraiment très mauvais. Que dans les grosses compagnies ils ont des meufs qui parlent anglais et encore, ça s'est vachement amélioré en 10 ans, mais à l'époque c'était vraiment, parler anglais, je veux dire, vous n'aviez pas honte de parler anglais. En Chine, voilà, c'était rien, alors que Hong Kong c'était l'opposé, mais en Chine c'est vraiment marqué en chinois, machin et tout. Après on va dire pour le business, nous on a vachement, on a gagné vite de l'argent et rapidement parce que mon ex-femme, ma future ex-femme, mon ex-femme, faisait du business déjà avec moi avant, on faisait du business ensemble et on est vite arrivé à un moment où on faisait du business de la Chine vers la France et qu'en fait tout ce qui était parti chinois c'était pour elle et tout ce qui était parti français c'était pour moi. Donc les sites web, les reviews, les emails, les machins, les produits, c'était ma partie et toute la partie chinoise était pour elle. Les fournisseurs, les appeler, les insulter parce qu'eux ils ont le droit. Mais quand ils font des conneries, ils s'insultent en chinois. Culturellement ils peuvent. Toi tu peux pas parce que t'es pas dans ton pays. Et voilà, on peut dire ce qu'on veut, toi en France c'est pareil. Bien, c'est un mec qui arrive et qui dit tu dis, attends, t'es pas français. Voilà. C'est culturellement. Donc elle pouvait les insulter, elle pouvait savoir ce qu'elle pouvait leur exiger, elle pouvait leur parler bien, mal, elle savait ce qu'elle pouvait demander, elle pouvait négocier. Elle s'occupait vraiment de la partie chinoise et moi vraiment de la partie française. Et aujourd'hui dans un business international, c'est deux parties vachement distinctes, donc chacun doit être pro. Si tu arrives dans un pays que tu parles pas la langue, le business va s'en ressentir, tout le monde va te niquer. Et pas t'en rendre compte en plus. Formation dans la description. C'est bien, c'est vachement vendeur, c'est bien. C'est ça, il faut, tu parles pas la langue, tu connais pas la culture, tu connais pas les prix. Toi, tu arrives en Chine, le mec il te dit ça, alors ça c'est 100 RMB, toi tu sais que ça vaut 200 en France, tu dis ouais, c'est un bon prix. Alors que ça vaut 50. Je veux dire, ça vaut 50, mais pour toi c'est tellement pas cher que tu as l'impression. Donc le fait qu'elle savoir, machin, nous ça m'est déjà arrivé d'acheter des lunettes de soleil. Elle me dit, je sais pas, un prix dérisoire. Et après, je dis, bah c'est bon. Et elle dit, non, attends, t'es mon mari. Et l'autre, elle l'a saigné. Genre, l'autre, elle a presque rien gagné. Elle fait, non, moi je connais les prix. Ils ont vraiment la notion de ce que ça vaut vraiment à la base. Ce que nous, on n'a pas quand on arrive là-bas, parce que chez nous, tout est cher. Et quand on arrive là-bas, c'est Disneyland, tout est pas cher et t'as l'impression de faire des bonnes affaires. Donc c'est vrai que ça a vachement simplifié le business de base où. C'est pour ça que j'ai très peu appris le chinois, c'est qu'elle faisait la partie chinoise, négociation, machin, truc, transporteur, et moi la partie française. Je parle très bien le français, je réponds, je fais des vidéos, et voilà. Donc c'est vrai que je peux dire que ça a biaisé la notion du business, mais on n'a pas commencé comme beaucoup, on envoyait des mecs qui étaient en galère là-bas tout seuls, à trouver un transporteur, à faire les bordereaux, les machins, les trucs. Il y a la langue, il y a l'écriture, il y a pas mal de choses comme ça. Moi après, bon, ce que j'ai appris, c'est forcément, déjà depuis la première fois, c'est comment on dit c'est trop cher. Hein, t'as quoi, je veux dire, après, une fois que t'as compris, t'as quoi là, je veux dire, tu vas aller voir et ça les fait marrer et t'es arrivé à négocier des prix. Après, c'est comment moins cher, puis ils viennent, voilà, viennent au meilleur chaîne, hein, c'est-à-dire j'ai pas d'argent. Voilà, des petites phrases, des petites punchlines en fait qui les font marrer, parce qu'après le problème c'est qu'au bout d'un moment, ni hao de sa chaîne. Je veux dire, les mecs ils te regardent comme ça, puis ils ont l'impression que tu baragouines parce que tu répètes toujours la même phrase. Et après ils commencent à enquiller. C'est bon, c'est juste un petit peu, tu fais indienne, tu vois, pour alors juste quelques punchlines qui permettent de trucs. Je pense comme tout bon gitan, il faut apprendre à compter. Voilà, les chiffres. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 100, voilà, 100 000, machin et tout. Apprendre les chiffres.
pour essayer de gratter 5 bahts, 10 bahts, enfin 5 RMB, 10 RMB. Ou, voilà. C'est pour le principe, même si des fois c'est juste très peu, il y a toujours le stéréotype que si tu négocies pas, c'est que t'es un bouffon. En gros, C'est culturel. C'est culturel. Si tu négocies pas, c'est ça. Si tu négocies même rien, t'as négocié 100 RMB, et ben t'as négocié 100 RMB. Donc j'ai vraiment que les bases pour machin, puis après de la mode survie, bouillabbing, pas de glace, machin, pour boire. MyPet, non, Bula c'est chinois, voilà, et MyPet c'est thaïlandais. Après, ouais, le problème c'est avec les deux langues. Enfin, je dis putain, MyPet et Bula, c'est lequel des deux? Oui, mais si, l'addition on dit bien check bill, je veux dire, et pourtant, je veux dire, c'est bien le mix. Donc voilà, les modes survie, les modes la peau, voilà, dire. Débrouille. Sugar, voilà, Nihon Sugar, voilà, des trucs qui les font marrer, qui permettent et d'entamer la négociation. Les couleurs, tu les apprends pas, hein, tu fais. Tu veux rouge, tu dis Imo Yang. Rouge, tu trouves une couleur, il y a toujours un mec qui a un truc jaune, tu trouves un truc jaune, tu fais Wayao Imo Yang. Hein. Et après, le mec qui fait voilà. Tu vois, comme quoi, avec quelques mots de démerde, des chiffres et le même, voilà, et après tu dis Wayao, Yanga, Sanga, le nombre que tu veux, machin. Tu fais bien marquer sur une feuille et tout. Donc c'est vraiment du chinois démerde parce que mon ex-femme gérait toute cette partie compliquée, cette partie dialecte. Alors, et puis pour la question donc, qui nous intéresse tous, parce que bon, c'est pas que mais toi aussi, c'est comment choisir un smartphone chinois. Quel est ton avis, toi, en tant qu'expert? Moi, j'ai déjà exprimé plus tôt dans la vidéo, je suis vachement sombre là, mon avis sur la question. Voilà, qu'est-ce que je recommande. Je t'en ai parlé aussi donc hors caméra. Est-ce que tu aurais des conseils à donner en plus sur le choix d'un smartphone chinois? D'accord. En fait, le marché, un des seuls intérêts qu'on pourrait trouver dans le smartphone chinois, c'est que ce qu'on appelle le marché de Shanghai. Shanghai, ouais. Voilà, on peut trouver des marques underground ou des marques peu connues, des grandes marques qui veulent s'imposer comme Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi de peu, et puis pas mal de marques underground qui sont soit des marques underground qui étaient underground mais qui ont essayé de sortir un petit peu du lot. On a Umi, Blackview, Zoppo, ils n'ont jamais réussi. Zoppo, ils ont essayé de passer un peu de Shanghai au magasin, mais ils se sont très mal pris, donc ils n'ont pas réussi. Mais on peut arriver à trouver des marques un petit peu underground qui seront peut-être un petit peu moins chères, mais sur lesquelles il faudra faire quelques sacrifices. Après, je veux dire, choisir un smartphone chinois, c'est comme choisir une voiture. Tu ne peux pas rentrer dans un magasin en disant c'est quoi la meilleure voiture. Rentre chez Renault, c'est quoi la meilleure? Le mec il va dire voilà. Ça dépend de ce que vous avez besoin. Après, forcément, on aurait tendance à privilégier les marques. Moi, j'aurais tendance à dire maintenant, Xiaomi a quand même bien explosé le marché où on peut quand même avoir des produits de très bonne qualité, en partie hardware, de très bonne qualité au niveau du software, puisque à la base c'est des éditeurs de ROM avec MUI, et un prix qui est vraiment d'enfer. Qui est vraiment au plus bas, pas toujours, mais voilà, qui est quand même bien positionné. On a des appareils à 200 balles qui sont, abonnez-vous là dans la description, allez voir ma chaîne, mais quand on a testé le Redmi Note 7, c'est un téléphone à moins de 200 balles qui est atomique, vraiment, qui explose beaucoup de smartphones. Donc on peut arriver à trouver, et c'est je pense un des meilleurs compromis, et en plus c'est une marque maintenant que vous pouvez trouver en France. Carrément. Donc quel est le meilleur? Ça dépend de ce que tu as besoin. Il y a des téléphones à 200 balles qui font très très bien le taf, comme on a vu avec le Redmi Note 7, il y a des téléphones à 450 balles qui sont oufissimes avec le Xiaomi Mi 9. Et j'ai envie de dire, en fonction de ton budget et de ce que tu veux faire avec ton téléphone, et ben arriver à trouver un équilibre. Mais encore une fois, je n'ai pas insisté là-dessus, mais le versus qu'on a fait entre le Mi 9 et le Redmi Note 7, c'est vraiment le comparatif qui est vraiment ultime. C'est on a deux téléphones de la marque Xiaomi, un truc qui vaut 200 balles et un truc qui vaut 450 balles. Et l'intérêt, c'était vraiment de montrer, est-ce que pour 250 balles d'écart, on a vraiment 2 fois et demi mieux. Et malheureusement, on se rend compte que non. On a mieux, bien évidemment, mais 450 balles. On a un peu moins bien, mais 200 balles. Donc après, c'est encore une fois une question de budget. Et d'un rapport qualité-prix comme ça, du coup. C'est ça. Après, il y a pas mal de marques, Humidigi, Blackview, Lego, des marques qui sont des marques de Shanghai. Enfin, c'est plus trop Shanghai. Shanghai, c'était vraiment underground à la base. Maintenant, ils essaient plus de poser une marque, mais à la chinoise. C'est-à-dire qu'ils posent une marque en disant on est une marque, mais on ne vend pas en Europe, on n'a pas tous les papiers, on n'est pas trop cher et les ROM ne sont pas super mises à jour. Et généralement, quand il y a un problème avec un téléphone, la solution, c'est de sortir un nouveau.
Voilà. Ah mais il y a le nouveau là, il est mieux, et lui, une mise à jour et tout. Donc ça c'est un peu leur solution, mais le prix est souvent plus agressif dès le départ. Donc meilleur prix, mais petits sacrifices en disant on n'a pas. On est sur de la petite marque de Shanzai. Ce que les Chinois aiment pas trop quand tu vas les voir en disant ah, tu vas voir un fabricant chinois qui dit ah Shanzai, ils aiment pas du tout parce que c'est vraiment Shanzai c'est vraiment l'underground, ils veulent tous se la péter en disant nous on est une vraie marque et on n'est plus de Shanzai. Mais malheureusement, pour beaucoup, dans leur tête, dans leur façon de faire le business, dans leur tête, ils le sont toujours un petit peu. Et ça, tu pourras le confirmer. Carrément, ça recoupe ce que je disais tout à l'heure aussi, au niveau après, des mises à jour, des avantages des marques, etc. Ça se recoupe, c'est bien. C'est bien, on a le même discours. Grosso modo, ouais, les gens vont s'en rendre compte, hein. Tu verras la vidéo. Un point chacun. Merde. Super professionnel moi aujourd'hui. Bon écoute, merci pour ton intervention. Donc on remet bien tous les liens pour tout ça dans la description de cette vidéo. On va couper ici parce que ça fait long et parce que j'ai plus de place sur la carte SD surtout. Et puis on te retrouve sur ta chaîne parce que c'est très présent quand même sur YouTube. Ouais, un peu trop. Ils n'ont pas le temps de regarder. Presque un peu trop. Avec tous les lives et tout, c'est vachement bien. Ouais. Voilà. Ok. Merci. Au plaisir. Et tous les liens sont dans la description encore. Non, on voit rien là. Bye bye. Bye bye, Shake. Shake.